BFM Business, 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Grégoire Favet. Thierry Sarle est donc avec nous pour cette première demi-heure, responsable de la gestion de taux de CPR Asset Management. Et on est également en ligne avec Giovanni Filippo, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Giovanni. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Comment est-ce qu'on explique l'aversion au risque qu'on a aujourd'hui sur les marchés? Est-ce qu'il y a des explications particulières d'ailleurs, Giovanni? Non, il n'y en a pas. On cultive tout simplement l'art de l'illusion dans un sens comme dans l'autre. J'ai quand même l'impression que, sauf catastrophe, l'année est pliée dans cette zone entre 4230 et 640 qui sont pour moi les bandes principales à la baisse et à la hausse. Donc on est dans des phases correctives suivies de phases de rattrapage. Ce n'est que ça depuis des semaines et des semaines. Alors c'est ennuyeux, mais bon, on cultive, la partie spéculative, au maximum en fonction d'un environnement qui, somme toute, difficile et volatile. Et pour l'instant, il n'y a pas de gros changements. Ce qui compte surtout, c'est que le scénario de reprise post-Brexit n'est pas encore remis en cause. Il faudrait casser 4230 pour le remettre en cause. On basculerait du côté obscur, si je puis dire, et surtout, on réintégrerait le précédent canal baissier dans lequel on est resté pendant une année entre l'été 2015 jusqu'à l'été 2016. Bon, on est toujours dans cette phase et cette zone d'incertitude sur les marchés en Europe et à Paris, le CAC autour de 4380 points cet après-midi. Thierry, revenons juste quelques instants sur les minutes de la Réserve fédérale hier. Vous nous disiez que la probabilité de hausse de taux pour la réunion du mois de décembre est ancrée pour l'instant entre 65 et 70% grosso modo. Cette anticipation des marchés, des investisseurs, elle vous semble solide aujourd'hui? C'est ce vers quoi on se dirige? Alors, toute chose égale par ailleurs, évidemment, il peut se passer beaucoup de choses encore d'ici début décembre, mais à ce stade, si l'économie américaine continue d'évoluer comme elle évolue aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'ils passent à nouveau leur tour en décembre. Oui, en tout cas compte tenu de ce qui a été raconté depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois par la Fed. Donc si elle ne change pas son fusil d'épaule, on devrait avoir la matérialisation et donc cette fameuse deuxième hausse de taux pour la réunion du mois de décembre. Elle pourrait tout à fait avoir lieu d'un point de vue macroéconomique et financier lors de la prochaine réunion au début du mois de novembre, mais il se trouve qu'au niveau du calendrier, on est à une semaine des élections américaines. Ça paraît effectivement un peu risqué de ce point de vue-là. Donc autant attendre finalement la réunion du mois de décembre, à l'intérieur de laquelle il y aura de toute façon donc des nouvelles prévisions de croissance, d'inflation. En général, les banquiers centraux aiment bien asseoir des modifications de leur politique monétaire lorsqu'il y a l'exercice des prévisions. Donc voilà, donc le calendrier correspondra relativement bien pour la réunion du mois de décembre et on devrait effectivement maintenant avoir cette deuxième hausse de taux. Est-ce qu'ils sont aussi à l'aise que ça avec la solidité de l'économie américaine? Je le disais, oui, sur le front de l'emploi, c'est vrai qu'alors on peut discuter et débattre des manières de mesurer le chômage ou les créations d'emplois avec le taux de participation, mais on voit les inscriptions hebdomadaires au chômage qui ont été publiées il y a un peu plus d'une demi-heure, elles sont au plus bas depuis 43 ans. Les rapports mensuels sont plutôt bons chaque mois, sauf accident de parcours. Pour autant, sur les questions d'inflation, est-ce qu'ils sont aussi à l'aise? On le note dans le communiqué de la Fed hier soir, de nombreux membres de la Réserve fédérale américaine ont remarqué qu'il y avait peu de signes d'émergence de pression inflationniste. Ça, c'est quand même au cœur de leur mandat également du côté de la Fed. Est-ce qu'ils vont pas vouloir attendre toujours un peu plus, d'avoir des signes d'évidence, des signes de preuve que oui, l'inflation est bien de retour et de manière stable et durable aux États-Unis? Oui, mais ça, c'est le clan de Madame Yellen, le clan d'Edovich, qui l'emporte jusqu'à présent, puisqu'on a eu 3 dissidents lors de la dernière réunion. Donc voilà, c'est cette partie-là du FOMC qui souhaite effectivement attendre, puisque depuis maintenant plusieurs trimestres, on a entre guillemets un problème avec la pente de la courbe de Phillips. Donc la courbe de Phillips, en 2 mots, c'est le rapport entre le chômage et l'inflation. Donc il se trouve que depuis la crise de Lehman et donc le choc macroéconomique que l'on a connu et les réajustements financiers qui ont suivi derrière, on a un taux de chômage qui baisse beaucoup. On est quasiment au plein emploi maintenant depuis plusieurs mois et on a finalement un niveau d'inflation qui peine terriblement à remonter. Et donc aujourd'hui, le clan d'Edovich et donc de Madame Yellen pense que de toute façon cette pente est tellement plate, le fonctionnement a tellement changé que nous n'avons pas besoin
d'être entre guillemets préemptif et de devoir remonter les taux en avance par rapport aux risques inflationnistes à venir. Donc voilà, on est vraiment dans cette dichotomie. Et donc aujourd'hui, c'est assez compliqué. Personne, même les membres de la Fed, n'ont pas la réponse par rapport à ça, parce que tout le monde parle de cette prochaine hausse de la Fed, que ce soit en novembre ou en décembre, mais personne ne parle de finalement ce qui va se passer derrière. Et c'est bien là le plus important. Est-ce que on va avoir une hausse et rien pendant un an, voire plus, comme ce qu'on a connu depuis fin 2015, ou alors est-ce que derrière, l'économie américaine va être suffisamment forte et elle va suffisamment avoir besoin d'avoir des hausses de taux successives sur l'année 2017. Et l'un des éléments qu'il faudra surveiller, enfin qu'on surveille d'ailleurs au quotidien, c'est la réaction du dollar. Est-ce que le dollar va à nouveau faire le travail de la Réserve fédérale américaine, Giovanni? Alors c'est vrai que le dollar corrige un petit peu aujourd'hui, mais on a vu quand même une nette appréciation de la monnaie américaine ces derniers jours. Est-ce que c'est une tendance là qui peut se prolonger, qui peut aller beaucoup plus loin? J'ai l'impression qu'il y a une petite tendance qui s'installe quand même. Vous avez une reprise qui est assez fragile quand même aux États-Unis, une croissance molle, avec des perspectives qui sont, on va dire, pas enthousiasmantes, des indices US qui fléchissent. On a probablement un transfert d'actifs risqués vers des placements obligataires. Après un pic au T1, les achats et rachats de titres ont baissé au T2 et au T3 aux États-Unis. Remontée mécanique des taux depuis un an, donc ça met une petite pression supplémentaire sur le dollar. Et quant à une éventualité de remontée des taux, mais elle se fait naturellement sur le marché. Donc moi je ne crois pas du tout, parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs à prendre en ligne de compte et la Fed intègre trop de facteurs et diverge sans arrêt sur ces facteurs. Je ne crois pas du tout à une hausse des taux de la Fed, même cette année, voire même en début d'année prochaine. Ah oui, donc vous faites partie des 30% grosso modo qui pensent qu'il n'y aura pas de hausse de taux en décembre là, Giovanni. Ça se fait mécaniquement sur le marché. Il suffit regardez la courbe des taux US, que ça soit à 1 mois jusqu'à 30 ans depuis un an, et vous verrez que mécaniquement les taux US remontent. Donc je vois pas pourquoi la Fed prendrait un risque de mettre une pression plus importante au niveau des taux, c'est-à-dire pousser les taux un peu plus fort à la hausse, alors qu'il y a beaucoup trop de facteurs, si vous voulez, sensibles à l'heure actuelle, susceptibles de provoquer, je dirais, des clashs dans certaines zones géographiques et créer de l'instabilité. Bon, et puis c'est vrai qu'en même temps c'est toujours un jeu un jeu de billard à plusieurs bandes, parce que oui, tout le monde essaye de trouver un équilibre avec sa monnaie, mais c'est compliqué parce qu'on va attendre aussi la Banque Centrale Européenne, Thierry, qui se réunit la semaine prochaine. A priori, on n'attend pas de décision, mais on se souvient qu'il y a une semaine, il y a eu ces rumeurs de début de réduction du programme d'achat. Ça a mis un petit peu le feu aux poudres, ça a suscité des interrogations. Alors il y a eu des explications des banquiers centraux européens qui disent non, c'est pas tout de suite. Évidemment, un jour viendra où on commencera à mettre ça en place. Néanmoins, on sent quand même que la semaine prochaine, Mario Draghi va être forcément interrogé à ce sujet. Est-ce qu'il va devoir en donner un peu plus que ce qu'on attendait finalement pour être sûr que voilà le feu soit bien éteint? Alors je pense qu'il va être vraisemblablement un peu contraint de donner quelques explications. Ouais. Donc par rapport à ce que vous venez de dire sur ces rumeurs qui ont maintenant une semaine de diminution des achats de la BCE à pas mensuel, finalement ça a provoqué une hausse des rendements, notamment des taux allemands, une quinzaine de points de base. On était entre moins 10 et moins 15 points de base sur du 10 ans allemand, on est à plus 5 aujourd'hui. Et donc malgré les démentis le lendemain et le surlendemain, le marché n'est pas revenu. Donc il y a quand même quelque chose là-dessus. Et il y a une deuxième chose qui n'a pas été signalée pour l'instant, c'est qu'il y a eu une rumeur hier qui est passée sur Reuters. Selon certains membres officiels de la BCE, il serait considéré de pouvoir s'éloigner pour les achats mensuels de la BCE de la clé de répartition au capital de la BCE et également de pouvoir acheter en dessous du niveau du taux de la facilité de dépôt, et qu'aujourd'hui à moins 0,40. On pourrait s'affranchir donc de certaines règles, notamment de la règle, la clé de répartition de capital, c'est on achète grosso modo en fonction du poids des différents pays qui participent au capital de la Banque Centrale Européenne. Ça veut dire quoi? On achèterait un peu plus d'Italie, un peu plus d'Espagne, un peu moins d'Allemagne, grosso modo, c'est ça l'idée? Oui, mais c'est pas rien. Oui, non, bien sûr, non. Parce que politiquement, c'est déjà... Politiquement, c'est déjà énorme. Voilà. En termes de marché, ça irait dans le sens de ce qui est
est recherché par la Banque Centrale Européenne et par Monsieur Draghi depuis maintenant plusieurs années, c'est-à-dire la réduction des spreads entre les différents pays. Il faut qu'il y en ait quand même, parce que la structure des économies et les risques associés à chacune de ces économies ne sont pas exactement les mêmes, donc tout ne vaut pas zéro, mais en tout cas, la hiérarchie actuelle peut être encore réduite, et donc on aurait effectivement la possibilité d'avoir des taux allemands qui remontent un peu, ce qui fera très plaisir aux Allemands, puisque aujourd'hui ce sont eux les plus embêtés pour avoir autant de taux négatifs, et ça exercerait une pression à la baisse, notamment sur les taux italiens, puisque si on s'éloigne finalement de la clé de répartition au capital de la BCE, auquel, entre guillemets, l'Allemagne doit détenir autour de 30% et l'Italie autour de 16-17%, et qu'on converge finalement vers une répartition beaucoup plus en fonction du montant des dettes, on aurait une Allemagne qui passerait de 30 plutôt à 20%, et une Italie qui passerait de 16-17% à 25%. Donc on aurait un effet ciseau qui serait quand même assez important et qui aurait un impact assez fort sur les marchés, donc à la réduction de la prime de risque entre l'Italie notamment et l'Allemagne. Donc voilà, donc ce serait entre guillemets quelque chose de une situation gagnant-gagnant. On n'y est pas encore. On va voir comment M. Draghi va répondre à toutes ces questions, parce que comme ce qu'on disait avant, les banques centrales et notamment la Banque Centrale Européenne n'aiment pas trop toucher à la structure de leur politique monétaire en dehors de l'exercice des prévisions. Donc l'exercice des prévisions, on l'aura au mois de décembre, comme la Fed. Donc c'est assez compliqué d'évoquer et de donner certaines pistes, mais pas de manière trop précise, pour que derrière, au mois de décembre, s'ils veulent effectivement aller dans le même sens, ils aient la possibilité pleinement, en fonction des nouvelles prévisions de croissance et d'inflation, de modifier donc la structure complète finalement de leur politique monétaire. Giovanni Filippo, une fois qu'on a dit tout ça, et vous êtes d'ailleurs pas forcément d'accord tous les deux, puisque vous, Giovanni, vous pensez qu'il n'y aura pas de hausse de taux de la Fed en décembre. Qu'est-ce que ça donne sur l'euro-dollar? Parce que je le disais, on a cassé brièvement indice ce matin. Est-ce que ça ouvre un nouveau potentiel de baisse de l'euro ou de hausse du dollar, ou est-ce que les choses se sont plutôt calmées et stabilisées cet après-midi? Disons qu'on a cassé un palier à 1,11, je crois que c'était en début de semaine de mémoire, qui avait pas été cassé depuis des semaines. Pour autant, il n'y a pas non plus une certaine forme d'agressivité à la baisse sur l'euro contre dollar. Donc là, on est sur un petit palier intermédiaire. Peut-être qu'il faudrait casser la zone des 1,09, 1,0940 pour retourner vers les plus bas, les plus bas de décembre 2015 ou de mars 2015. On avait fait quoi, 1,05 ? On était aux alentours de 1,06, 1,05. Voilà, j'ai du mal un petit peu à y croire, mais techniquement, c'est pas impossible. Sur le court terme, ça me paraît délicat. Sur un petit peu plus long, c'est tout à fait possible. Mais là, il y a beaucoup de divergences aussi. Et surtout, je crois que par rapport à ce qui se passe en Europe, avec le Brexit comme possible déclencheur d'une nouvelle période forte en termes de divergence politique, économique, je crois que Mario Draghi va avoir beaucoup de problèmes à essayer de trouver, je dirais, la bonne stratégie à adopter, parce qu'on sent quand même renaître les divergences en Europe post-Brexit, et c'est pas simple à gérer. Donc l'évolution de l'euro peut aussi dépendre, si vous voulez, de ce qui se passe au sein de l'Europe, au sein de l'Union européenne, entre différents pays européens qui commencent un petit peu, je dirais, à se contrarier les uns les autres, si je puis dire. Ah oui, non, mais c'est le moins qu'on puisse dire. On a le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon qui demande là officiellement un nouveau référendum pour délier le sort de l'Écosse de celui du reste du Royaume-Uni qui s'apprête à sortir de l'Union européenne. Donc effectivement, on voit qu'on a ouvert la boîte de Pandore et que le sujet n'est pas terminé. Un mot d'ailleurs sur la chute de la livre, Thierry, comment est-ce que vous regardez ça? Ça se calme un petit peu aujourd'hui, mais on est toujours sous 1,22 $. Il y a eu ce flash crack il y a quelques jours qui a bien révélé le stress qu'il y avait dans le marché autour de la monnaie britannique. Est-ce que c'est une chute qui commence à poser problème là? Alors déjà, la réaction de marché, elle est pas absurde, puisqu'elle est venue assez rapidement derrière les dernières déclarations de Theresa May qui montrent l'adoption d'une ligne très dure.
pour les négociations donc de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc que cela relance finalement une pression baissière assez significative sur le sterling, ça c'est effectivement tout à fait cohérent. On est aujourd'hui quasiment à un peu plus de 30% de baisse, je crois, sur un an de la livre par rapport à l'euro. On a effectivement derrière des perspectives d'inflation qui se sont assez significativement redressées. Puisque le point mort d'inflation anticipée sur la maturité 10 ans, qui est une bonne référence pour jauger ça d'un point de vue des marchés financiers, on a eu un passage de 2,60 à 3% finalement sur en quasiment une semaine. Donc voilà, on a un peu de tension de ce point de vue-là. On va voir comment la Banque d'Angleterre réagit par rapport à ça. Est-ce que lors de sa prochaine réunion, elle va déjà, entre guillemets, préemptivement, par rapport à l'adoption de cette ligne dure, relancer un peu plus son assouplissement monétaire. Donc elle l'a quitte à faire chuter encore plus la livre et à faire monter encore plus les anticipations d'inflation. C'est là où on se dit qu'il y a je sais pas s'ils sont dans un corner, mais en tout cas c'est une équation très délicate. Bon, ceci dit, il y a pas péril pour l'instant en la demeure. Lorsque vous regardez finalement les prévisions d'inflation que l'on peut avoir sur le Royaume-Uni pour l'année 2017, donc là d'ici la fin de l'année, on va remonter assez rapidement vers le niveau de 3% et on va rester sur ce palier sur l'ensemble de l'année, hors modification. Donc c'est pas l'hyperinflation demain au Royaume-Uni. Pas. Et on sait très bien qu'historiquement, les Anglais ont un peu plus d'inflation que ce qu'on peut avoir nous sur le continent, ou même que les Américains. Donc on a à peu près partout les mêmes structures de prévision d'inflation. Donc on arrive à un palier sur 2017 à 3% pour l'Angleterre. En zone euro, on va arriver à un palier beaucoup plus bas, autour de 1,2-1,3%. Et aux États-Unis, on va avoir quelque chose autour de 2%. Donc voilà, on a la même structure partout. Il n'y a pas d'emballement. Donc pour l'instant, effectivement, c'est plutôt assez confortable d'un point de vue relance macroéconomique que l'on pourra avoir sur l'année prochaine. On voit plutôt les aspects bénéfiques aujourd'hui de la chute de la livre. Oui, pour l'instant, mais compte tenu de l'adoption récente de cette ligne très très difficile, très très dure dans les négociations, on va avoir du mal à définir l'impact réel que ça va avoir sur la croissance. On va voir ce que va donner, quel va être l'avenir de la City, qui est un poids énorme finalement dans le poids du PIB anglais. Donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes et donc en face de l'incertitude, il y aura vraisemblablement de l'assouplissement monétaire de la part de la Banque d'Angleterre. Giovanni, un mot pour conclure et on aura fait un tour d'horizon à peu près complet de la séance du jour et des marchés. Un mot du pétrole peut-être, qui est toujours un actif très regardé en ce moment. On se stabilise, on souffle un peu. Est-ce qu'on peut poursuivre sur cette tendance haussière et espérer gagner encore quelques dollars sur les barils ? Ça dépend si on continue à jouer au poker menteur. Ça fait quand même des mois qu'on nous mène un petit peu en bateau, même s'il y a un petit accord à minima récemment qui a motivé une nouvelle impulsion haussière. On a quand même connu un pic assez important et le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie montrait qu'il fallait un accord entre l'OPEP et la Russie pour espérer, si vous voulez, que l'offre revienne au niveau de la demande rapidement. C'est difficile à le croire, je dirais, dans l'état actuel des choses. Sans quoi, si on laisse uniquement les forces de marché agir, il est difficile de penser que le scénario haussier du pétrole atteigne les $60 qui semble être la cible de beaucoup de pays producteurs, espérés, rêvés, dans les mois à venir. Maintenant, il n'y a pas de remise en cause du dernier cycle haussier, tant qu'on reste au-dessus de la zone 50-49 sur le Brent, c'est-à-dire 48-47 sur le WTI, on peut éventuellement graduellement continuer à monter. Il y a encore des réunions à venir, mais là aussi, il y a beaucoup de bluffs, beaucoup de blabla et en fin de compte, pas vraiment d'action, quoi. Ouais, beaucoup de spéculation effectivement autour de ces discussions entre pays producteurs, membres de l'OPEP ou non membres de l'OPEP, d'ailleurs la Russie en l'occurrence. Merci messieurs, merci d'avoir été avec nous pour cette première demi-heure. Giovanni Filippo, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, et Thierry Sarl qui nous accompagnait en plateau. Merci Thierry, responsable de la gestion de taux chez CPR Asset Management. L'ouverture des marchés américains, c'est à vivre en direct dans quelques instants sur BFM Business. On va retrouver Sabrina qui nous attend au Nasdaq.